Et si la voix la plus puissante du Japon n'avait même pas de visage? En 2020, une adolescente de 17 ans a fait trembler l'industrie musicale, sans jamais montrer son visage. On parle de Ado, la chanteuse masquée qui fait exploser les codes et hurle la rage d'une génération étouffée. Dans un monde obsédé par l'apparence, elle a choisi l'ombre. Pas de mise en scène, pas de sourire pour les caméras, juste une voix brute, fissurée, incendiaire. Une voix qui ne demande pas la permission pour exister. Une voix qui dérange, qui libère, qui vibre au nom de ceux qu'on n'écoute jamais. Une voix qui, à force d'hurler, finira par briser tous les records. 4 milliards de vues sur YouTube, une trentaine de prix remportés, plus d'une vingtaine de disques de certification. Aujourd'hui, je ne suis pas seul face à vous. J'ai l'honneur d'accueillir mon cher ami Amano, une référence pour moi et pour vous. Bonjour, c'est Amano, l'homme qui fait des icebergs trop longs pour son propre bien et qui galère à être régulier. Merci beaucoup à Erito pour cette invitation, surtout pour ce sujet qui me tient énormément à cœur. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers d'Ado, comprendre comment cet énigmatique jeune prodige murmure les mots de la jeunesse nippone et hurle la liberté de ceux qui n'ont jamais osé prendre la parole. Né le 24 octobre 2002 à Tokyo, Ado est une artiste dont le vrai nom reste un secret jalousement gardé. Un voile mystique qui laisse toute la lumière à son art et à sa voix unique. Dès son enfance, une passion ardente pour l'univers fascinant des vocaloïdes a forgé son imaginaire, modelé ses aspirations et tracé la voie d'une carrière hors du commun. Quand j'ai entendu des voix comme celle de Hatsune Miku pour la première fois, cela ne m'a pas semblé inconfortable, mais inhabituel. Je voulais comprendre ce qui se cachait derrière cette étrangeté. Confie-t-elle au Guardian? Ce mystère, cette frontière floue entre humain et virtuel, entre réel et animé, ont éveillé en elle une curiosité dévorante qui allait nourrir toute sa démarche artistique. À peine adolescente, à seulement 13 ou 14 ans, elle fait ses premiers pas sous les projecteurs virtuels sur Nico Nico Douga, la plateforme emblématique japonaise où elle s'impose rapidement comme une Utate. En gros, c'est une chanteuse de reprise et du cas de Ado, elle est capable de transcender chaque mélodie, insufflant une émotion brute et sincère dans chaque note. Sa voix singulière, puissante et expressive devient un vecteur d'émotions profondes, capturant l'attention et le cœur d'une communauté toujours plus large et dévouée. Le pseudonyme Ado n'est pas un nom choisi au hasard. Derrière ces 3 lettres se cache une référence profondément enracinée dans la culture traditionnelle japonaise, et plus précisément dans l'univers du théâtre. Ado s'inspire en effet d'un genre théâtral ancien, qui servait souvent d'intermède humoristique entre 2 actes de nos théâtre plus solennel et spirituel. Dans le Kyogen, les rôles sont strictement codifiés. On y trouve notamment 2 archétypes fondamentaux, le Shite, personnage principal qui mène l'action, l'Ado, personnage secondaire dont la fonction est d'appuyer, d'accompagner ou parfois de contraster le Shite. L'Ado n'est jamais au centre de la scène, mais il joue un rôle essentiel dans la dynamique du récit. C'est lui qui fait ressortir la profondeur du Shite. Il aide à briller, qui incarne parfois la voix du bon sens ou du peuple. C'est à l'école primaire, alors qu'elle assiste à un cours sur une pièce de Kyogen intitulée Kakiyamabushi, elle entend pour la première fois ce terme. Cette découverte la marque profondément. Bien plus tard, lorsqu'elle cherche un nom de scène, elle se souvient de ce rôle d'Ado, à la fois discret et indispensable. Elle décide alors de s'approprier ce nom comme un clin d'œil au passé et un hommage aux racines théâtrales du Japon. En choisissant Ado comme pseudonyme, elle affirme non seulement sa passion pour la culture japonaise, mais aussi une forme d'humilité artistique. Se placer en soutien, en contraste, en voix singulière dans un monde où le Shite, les projecteurs ne sont pas toujours l'objectif. Et pourtant, ironie du sort ou force du destin, c'est elle, Ado, la chanteuse qui deviendra le centre de l'attention, celle qui en se nommant personnage secondaire va incarner à elle seule une nouvelle scène, une nouvelle ère. Son premier album s'intitule d'ailleurs Kyogen, comme un retour aux sources, un manifeste identitaire. À travers sa musique puissante, ses cris de rage maîtrisés et ses performances vocales intenses, Ado donne au rôle de l'Ado une nouvelle dimension, celle d'un personnage secondaire devenu indispensable, central, incontournable. Ce nom porte en lui une tension constante entre innocence et maturité, une dualité qui traverse toute son œuvre et résonne profondément avec une génération bercée par les mutations numériques et culturelles. À une époque où la musique se réinvente sur les plateformes digitales, Ado incarne parfaitement cette émancipation artistique. Elle refuse de dévoiler son visage, non par timidité, mais pour faire un hommage vibrant à la scène vocaloïde dont elle est issue. Elle privilégie ainsi la pureté de la voix et la force des compositions, laissant son art parler à travers le son, la lumière et les silhouettes. Lors de ses concerts, cette volonté se manifeste dans une mise en scène où son visage reste caché, protégé par un éclairage précis et des consignes strictes interdisant tout enregistrement. Le magazine Culturious souligne cette singularité. Dès son entrée en scène, Ado veille à préserver l'aura de mystère autour de son identité, concentrant l'attention sur l'expérience sensorielle et émotionnelle de ses
ses performances. Ce choix audacieux résonne comme un manifeste contre la surmédiatisation du corps dans la musique moderne. Pour Ado, c'est une façon de recentrer l'attention sur ce qui compte vraiment, la puissance émotionnelle et la liberté d'expression musicale. Sauf qu'en octobre 2020, le monde entier semble figé, presque suspendu dans une attente angoissante. Comme si le temps lui-même avait ralenti sous le poids d'une pandémie globale qui n'épargne aucune nation, aucun individu. Parmi les pays touchés, le Japon, connu et reconnu pour sa culture de la retenue, de la discipline rigoureuse, du respect silencieux et de l'ordre social immuable, se retrouve lui aussi à l'arrêt. La société japonaise, qui habituellement bouillonne d'une énergie subtile mais constante, se retrouve confinée, mise en pause. Un silence étrange et presque palpable s'installe dans les rues, dans les foyers, dans les vies de millions de personnes. Dans ce vide oppressant au milieu de cette obscurité pesante, une voix s'élève soudain. Elle ne choisit pas de se faire discrète, elle ne se contente pas d'un murmure faible et timide. Non, elle hurle. Elle déchire le silence. Sa chanson intitulée Usewa, un terme très cru que l'on pourrait littéralement traduire par ta gueule, fracasse les tabous et les conventions d'une société où ce mot même est quasiment inaudible dans l'espace public, tant il est considéré comme vulgaire et violent. Pourtant, cette voix, à travers ce mot et cette chanson, explose les murs invisibles d'une société codifiée et rigide, se propageant rapidement comme une traînée de poudre dans toute la jeunesse japonaise et au-delà. Usewa ne se résume pas à un simple titre de chanson pop, et bien plus qu'un succès musical. C'est une véritable insurrection sonore, un cri de révolte d'une génération enfermée dans des carcans étouffants. Dès sa sortie, elle explose tous les records. Plus de 100 millions de vues sur YouTube en quelques mois, numéro 1 sur Spotify Japon, un raz-de-marée viral sur TikTok, un cri de ralliement pour une jeunesse qui s'y retrouve et un choc pour un monde adulte dépassé. Pendant ce temps, la Héritocore franchit les 10K. Si tu veux faire partie de l'ascension, abonne-toi maintenant. Mais comment expliquer un tel succès? Pourquoi une chanson à l'allure presque agressive, à la tonalité rugueuse et sans concession, a-t-elle pu résonner avec une telle intensité, touchant un public si large et varié? La réponse réside dans ce qu'elle nomme, dans ce qu'elle exprime sans détour. Elle incarne et donne une voix à ce que les jeunes n'ont jamais vraiment pu dire, ceux qui l'ont toujours dû taire, dissimuler, cacher au fond d'eux-mêmes. À travers cette chanson, Ado ne se contente pas de chanter, elle crie avec toute la force d'une jeunesse exaspérée par les exigences sociales, scolaires, familiales. Elle n'a que 17 ans, mais sa voix semble porter des milliers de colères, des milliers de frustrations accumulées. 1000 nuits d'insomnie où l'injustice a été avalée en silence. Ado ne se représente pas comme une idole traditionnelle, lisse et accessible. Elle est une ombre, une entité vocale, mystérieuse cachée derrière des avatars numériques. Une figure énigmatique qui incarne cette jeunesse discrète mais déterminée, qui refuse de s'exposer mais exige de pouvoir s'exprimer pleinement. Sa voix rauque, parfois distordue, tremblante, vive d'une émotion brute, d'un cri intérieur devenu trop grand pour rester enfermé. Usewa ne se chante pas, elle se déchire. Le mot lui-même, contraction familière et impolie de l'expression Urosaiwa, signifiant t'es bruyant ou plus franchement ta gueule, est un blasphème dans un Japon où la politesse et la retenue sont érigées en normes sociales absolues. Pourtant, Ado transforme ce blasphème en refrain. Elle le répète, le martèle, l'impose comme un manifeste sonore. Ce mot n'est plus alors une simple insulte. Il devient un cri de liberté, une revendication. À travers ses paroles, elle clame haut et fort. Les gens normaux sont tous des imbéciles. Je veux vivre selon mes propres règles. Je suis épuisée d'être constamment notée, jugée, contrôlée. Ces phrases claquent comme des gifles lancées dans une salle de classe. Elles viennent briser l'illusion d'une société bien huilée où chacun est censé trouver sa place sans faire de vagues. Avec Usewa, Ado dénonce sans détour la rigidité hiérarchique, conformisme scolaire étouffant, la pression familiale écrasante, le poids oppressant de la performance, mais aussi ce mutisme social qui force les jeunes à ne pas déranger, à ne pas exister trop fort. Sa chanson s'adresse à tous ces jeunes japonais et japonaises élevés dans l'idée qu'ils doivent rester discrets, ne pas dépasser les bornes, ne pas faire entendre leur voix. L'animation qui accompagne Usewa renforce encore ce message puissant. À travers un univers visuel explosif, saturé de couleurs criardes et de néons agressifs, on découvre une ville de Tokyo déformée, dystopique, presque monstrueuse. Une adolescente masquée danse au milieu de ce chaos, dans un style nerveux inspiré des codes du punk japonais et des cyber-animés à la Akira. Ce clip est à lui seul une déclaration d'intention, une illustration visuelle de l'état d'esprit d'une jeunesse sous pression, à bout de souffle, et qui ne souhaite au fond qu'une seule chose, faire voler en éclats la société actuelle et ses codes
daté. Le clip porte un message fort en jouant avec le code sociétal le plus palpable et direct de la société japonaise, l'uniforme scolaire. Quand quelques cultures adolescentes, notamment à partir des années 80, vont essayer de justement le transformer cet uniforme et de se l'approprier, le clip d'Usewa va plus loin. Le personnage principal, Naima, porte un uniforme qui est volontairement provocateur. Son haut laisse apparaître la partie inférieure de sa poitrine, quand sa jupe est volontairement très haute aussi. L'uniforme scolaire, qui est censé être le porte-étendard de l'égalité adolescente et le protecteur dans leur pureté, a vu son pouvoir complètement exploser, en complétant le message envoyé par le décor du clip. La société est défigurée de son décor à ses valeurs. L'impact sur la société sera justement fort et immédiat. Dans les crèches, les enfants reprennent Usewa sans forcément comprendre ni les mots ni le sens, avec innocence et parfois même avec un grand sourire. Alors que pour les parents, c'est logiquement une alerte rouge, et la société japonaise va s'enflammer et des débats houleux vont éclater sur les plateaux télévisés. Certains vont réclamer la censure quand d'autres demandent purement et simplement l'interdiction d'Usewa. Mais au fond, ce tumulte médiatique passe à côté de l'essentiel. Usewa ne cherche pas à corrompre et à choquer gratuitement. Cette chanson est une thérapie, une catharsis pour une génération qui peine à trouver un exutoire à sa colère et à sa frustration. C'est une décharge émotionnelle nécessaire, un moyen de libérer ce qui est trop souvent réprimé. Dans un pays où on apprend dès l'enfance à ne pas parler trop fort, à ne pas déranger, à se taire, à ne pas faire de vagues, Ado a osé ce que personne n'osait faire avant. Elle a crié, mais pas un cri vide. C'est pas un cri insensé, c'est un cri construit, qui est structuré, qui est essentiel. Usewa, c'est plus qu'une chanson, c'est un cri d'alerte, un doigt d'honneur jeté à la pression constante, un exutoire musical pour toutes celles et ceux à qui l'on refuse de s'exprimer librement. Ce titre ne sera jamais qu'un simple tube populaire, c'est une fracture dans le miroir culturel japonais, une faille dans le système, un signal profond, puissant et retentissant. Il dit tout haut ce que beaucoup vivent et pensent tout bas. Usewa incarne une envie de liberté, d'émancipation, qu'on peut rapprocher de ce qu'a vécu le jazz avec la Renaissance d'Harlem, ou plus tard de l'histoire sociétale du rock et du rap. Dans un monde qui est dominé par l'image et où l'apparence guide le succès, Ado est une exception. Là où la plupart des artistes pop, au Japon comme dans le reste du monde, misent sur leur physique, leur charisme et une mise en scène léchée, Ado, elle, choisit le silence visuel. Aucune apparition publique, aucun visage exposé et trouvable sur internet, l'existence de la célèbre Ado Box lorsqu'elle chante en concert ou une boîte qui va l'enfermer lorsqu'elle serre la main à ses fans. C'est pas une posture, c'est un manifeste. Sa voix, puissante, rugueuse, vibrante, devient son seul visage. Elle traverse l'écran, elle traverse les corps pour atteindre directement l'âme. Si elle chante en karaoké des hymnes générationnels comme Hit Back ou Idol, c'est pas pour séduire un public, c'est simplement pour s'exprimer. C'est pas une star, c'est une présence, une vibration. Et dans cette posture, elle rejoint d'autres figures majeures de la scène japonaise actuelle, comme Eve ou Yorushika. Eux aussi refusent l'exposition facile. Eux aussi préfèrent la musique comme langage premier, porté par des univers visuels dessinés entre poésie et fantaisie. Ce choix n'est pas esthétique, il est politique. C'est un refus du paraître, une résistance à la standardisation. La musique devient alors un simple souffle sans corps, un art pur, une expérience. Ce retrait, ce refus du développement, qui est loin d'être une faiblesse, devient au contraire une force unique. Là où d'autres s'épuisent à tout montrer, Ado laisse place au mystère. Et dans ce vide volontaire, l'imaginaire collectif s'engouffre. Chacun projette sur cette silhouette floue ses propres émotions, fantasmes, blessures. C'est ce flou précisément qui transforme Ado en une icône contemporaine, une figure intangible, insaisissable. Elle hante les playlists, les discussions, les esprits, sans jamais se livrer totalement. Elle est une voix sans corps, une légende moderne. Dans une industrie qui est saturée d'images, d'artifices, de chorégraphies calibrées au millimètre, Ado fait office de contre-courant. C'est une dénotation salutaire, un rappel que la musique, à son origine, n'a pas besoin de visage pour frapper. Elle invite à écouter, à ressentir, à imaginer. Et c'est peut-être là, dans ce refus radical de se conformer, que réside sa plus grande puissance. Ado redonne à la musique sa nature première, celle d'un art vivant, sincère, qui parle au cœur sans passer par les yeux. Le 21 novembre 2021, soit environ un an après la sortie d'Usewa, est diffusé l'épisode 1000 de One Piece, qui sera suivi d'une annonce, celle du 15e film de la licence, One Piece Red, qui sera visiblement centré autour d'une jeune femme mystérieuse qui s'appellera Uta. Quelques mois plus tard, le 8 juin 2022, sera annoncé le casting du film, et notamment la voix de cette Uta, Kaori Nazuka. Mais uniquement pour les passages parlés. Car Uta est une chanteuse et One Piece Red va accorder une énorme importance à la musique, notamment celle que va jouer et chanter Uta, et plus spécifiquement, la voix d'Ado, qui va doubler Uta dès qu'elle se mettra à chanter. Au final, One Piece Red sortira le 6 août 2022 au Japon, et sera un succès immédiat, certes bien aidé par la période extrêmement positive pour le marché du manga. Red n'aura besoin que de 10 jours pour passer les 7 milliards de yens au box-office, en devenant au passage le film One Piece le plus rentable par la même occasion. Il n'aura ensuite besoin que de 20 jours pour dépasser les 10 milliards de
yens au box-office, en devenant au passage le deuxième film qui passe le cap le plus vite au Japon. Au final, il va terminer un peu au-dessus des 20 milliards de yens en tant que sixième film ayant généré le plus d'argent au box-office japonais, devant le premier Harry Potter par exemple. Un tel succès va forcément avoir des retombées, tant sur One Piece, qui verra son tome 103 effectuer le meilleur démarrage de la série sur les 3 dernières années, que sur la carrière d'Ado. Les 7 chansons d'Uta plus une reprise de Big Sonosake vont sortir le 10 août 2022 sous forme d'album Uta no Uta et seront un succès sans précédent pour la chanteuse de 19 ans. L'album sera le 10e album le plus vendu de 2022 au Japon, et ce malgré une sortie plutôt tardive en août avec plus de 300 000 copies écoulées. Et à partir de là, rien ne sera jamais pareil pour Ado qui passe dans une autre dimension. Uta, et par extension Ado, sera ainsi plusieurs fois en couverture du Weekly Shonen Jump quand le film Red, qui sera logiquement diffusé dans le monde entier, va définitivement ouvrir à Ado les portes du monde. Et alors que sa popularité japonaise va atteindre de nouveaux sommets, elle va commencer à signer avec des labels occidentaux pour exporter ses créations. L'ère Uta de la carrière d'Ado restera à jamais un moment important de celle-ci, et c'est sans doute le moment où elle a véritablement encore une fois changé de dimension. Usewa l'avait propulsée au premier plan japonais en tant que jeune talent, que chanteuse prometteuse à suivre. Uta, c'est la confirmation, ça en a fait une personnalité suivie dans le monde entier, et plus uniquement dans les sphères fans de musique japonaise. Et rien n'illustre mieux ce chapitre que son morceau phare, Shinjidai. Ce morceau est non seulement le plus populaire dans la période Uta, mais ressort aussi comme étant celui ayant le plus de sens par rapport au message que transportait Ado jusque-là. Shinjidai est étrangement optimiste pour un morceau d'Ado, et peut même passer pour un anti-Usewa. Il est musicalement bien plus harmonieux, la voix d'Ado est bien moins perçante, et il apporte un message d'espoir qui est sinon très absent du répertoire d'Ado. Chaque parole du morceau parle de l'utopie, de la nouvelle ère qu'Uta veut créer dans le film, son rêve en quelque sorte, mais qui peut aussi servir de position à Usewa. Le monde n'est pas perdu, la société n'est pas corrompue et destructrice, elle a simplement besoin d'un changement qui est capable de naître à partir des rêves, à partir de l'art, et notamment de la musique. Le monde a simplement besoin d'une nouvelle ère, d'une nouvelle genèse, d'un New Genesis. Par ce morceau au nom tout aussi évocateur que les autres, Ado boucle pour la première fois la boucle, en exposant l'autre côté de la médaille. Et alors qu'elle avait commencé en montrant la face cachée, que le divertissement se refuse à montrer, ici, elle rentre d'une certaine manière dans le rang, et s'autorise à montrer ce que le reste du monde illustre. La lumière, avec un 10e single qui va s'ancrer comme l'un de ses plus grands succès, en étant l'un des 2 seuls singles d'Ado à être disque de platine en téléchargement, et en streaming. Toute la période Uta, et spécifiquement les morceaux du film, peuvent être vus comme un résumé de ce qu'était alors Ado, mine de rien. Car là où Shinjidai est un anti-Usewa, symbole d'une artiste qui a évolué au point de pouvoir interpréter différemment ses origines, le reste du répertoire d'Uta a un esprit bien plus Ado. On retrouve par exemple sur Tot Musica et sur Backlight, une Ado qui force un peu plus sur sa voix et qui retrouve sa voix véritablement bien plus puissante et perçante. On retrouve sur Fleeting Lullaby un jeu sur le rythme de la voix qui était aussi devenu une caractéristique d'Ado. L'album Uta's Song sert à la fois de résumé de ce qu'était devenu Ado, avec des morceaux qui sont bel et bien ancrés dans son style musical, mais d'autres morceaux vont au contraire ouvrir une nouvelle porte. La porte d'Uta qui va voir Ado expérimenter un peu plus sur des styles plus posés et plus mélodiques, avec par exemple Shinjidai ou Watashi no Saikyo. Ado survivra à Uta, mais Uta aura indéniablement changé Ado. Ce qui impressionne directement avec Ado, c'est à quel point elle ne s'arrête à aucun style musical. J'ai parlé un peu plus tôt de Shinjidai et de Watashi no Saikyo qui diffèrent complètement de ce qu'elle faisait avant, mais ça illustre parfaitement à quel point Ado ne s'impose aucune limite, au point où il serait compliqué de ne serait-ce donner qu'un seul terme pour décrire son style. Est-elle plus proche du rock ou de la pop? Est-ce que les messages dénonçant la société qu'elle transmet dans beaucoup de morceaux ne la rapprocheraient pas un peu du punk? Est-ce que son jeu sur la rythmique et les rimes dans plusieurs morceaux, par exemple Show, Fleeting Lullaby ou Odo, ne donnerait pas à une partie de son répertoire un côté rap? Ou alors un côté un peu plus jazz. Ado, c'est une artiste métamorphe qui, à la manière de l'envie de liberté qu'elle insuffle chez son public, ne se limite à aucun genre et explore chaque horizon qu'elle a envie de découvrir. Même si on peut noter plusieurs constantes dans ce répertoire. Le plus évident, c'est le jeu sur sa voix, qui est peut-être la plus grande caractéristique d'Ado. Ado crie, hurle, de toute son âme, tout en sachant dans le même temps paisiblement chanter mélodiquement. Sa voix est un instrument, mais elle peut très rapidement passer d'une flûte traversière calme et reposée à une trompette agressive et menaçante. Est-ce que vous voyez le même Vous n'êtes pas un clown mais le cirque entier? Bah Ado, sa voix, c'est pas un seul instrument, c'est l'orchestre à elle toute seule. Cette polyvalence va forcément l'aider à voir la diversité musicale que j'évoquais juste avant, mais plusieurs techniques vocales vont devenir sa marque de fabrique. Tout d'abord, son utilisation très régulière des vibratos, donc une légère variation de la hauteur d'un son, mais aussi ses cris stridents qui servent très souvent de rupture, de fin d'une phase d'un morceau et de transition avec le suivant. Bref, dans l'ensemble, un jeu énorme sur sa voix,
qui peut trouver ses racines dans le théâtre japonais, avec en premier lieu le rakugo. Le rakugo, c'est un théâtre qui a comme particularité le nombre de comédiens présents sur scène, à savoir un seul rakugoka qui en plus de ça assis et immobile, et qui va interpréter chacun des personnages de la pièce qui seront identifiés par l'orientation de la tête du rakugoka, mais aussi par une éventuelle variation de ses expressions faciales, et surtout d'un jeu sur sa voix. Un jeu sur la voix qui va se faire avec sa hauteur, sa fluidité, son vocabulaire. Et là, ça renvoie à Ado. Ça renvoie à son jeu vocal qui fait énormément varier le ton de chacune de ses musiques, comme si à chaque fois, elle jouait un rôle. Celui du personnage principal de son clip, rôle qu'elle joue à la perfection en influençant tout autour d'elle. Le décor, les instruments, l'atmosphère générale du monde qu'elle présente. Tout change en un claquement de doigts, en un simple changement de ton vocal. Tel un rakugoka qui, par son simple jeu d'acteur, arrive à transmettre seul une histoire à toute une salle, alors qu'il reste assis et que seul le haut de son corps bouge. Mais la manière dont Ado utilise et altère sa voix peut plus faire penser aux techniques vocales du kabuki, un autre type de théâtre japonais avec un jeu vocal très similaire à ce que fait Ado. Un jeu vocal qui illustre d'ailleurs tout son potentiel lors des concerts d'Ado, qui représente vraiment l'apothéose de tout son art. Art qui est aussi l'œuvre de nombreux compositeurs avec lesquels a travaillé Ado. Impossible de tout citer, mais par exemple, Freedom et Rockstar ont été composés par Jun Yakitori, qui a notamment travaillé sur l'opening de Zomb 100. On pourrait aussi parler d'Hiroyuki Sawano, qui a composé Tot Musica, et que vous connaissez forcément pour ses OST sur L'Attaque des Titans ou pour Xenoblade Chronicles X. Beaucoup de compositeurs vont travailler avec Ado et composer son répertoire qui va lentement grandir et s'enrichir. Avec notamment un morceau assez récent qui va encore un peu plus loin que les autres. Elf. Il y a 5 mois, Ado dévoilait Elf, un titre qui, dès ses premières secondes, déstabilisait, non pas par la force brute à laquelle elle nous avait habitués, mais par une douceur inattendue. Une douceur si précise, si maîtrisée qu'elle en devient presque inquiétante. Là où on s'attendait à une décharge, à un cri libérateur surgit un murmure, fragile, suspendu, presque timide. Et c'est précisément dans cette retenue que réside la puissance nouvelle d'Ado, car Elf ne marque pas une rupture. Ce serait trop simple. Il s'agit plutôt d'un déplacement, subtil mais décisif dans sa manière d'aborder l'émotion. Ado, dont la voix est souvent perçue comme une lame tranchante, se réinvente ici en funambule. Elle avance à la limite de la rupture, oscillant entre un souffle à peine perceptible et des envolées vocales à couper le souffle. Cette gestion des contrastes, ce jeu millimétré entre silence et éclat, crée une tension dramatique, continue, presque théâtrale, qui colle à la peau et ne lâche jamais l'auditeur. Et ce n'est pas seulement une performance vocale, c'est un travail de dramaturgie musicale. Chaque phrase semble contenir un monde en équilibre précaire, chaque note aussi entre contrôle glacial et abandon fiévreux. L'émotion à fleur de peau y est brute et raffinée tout à la fois. Elle brûle la basse température comme un feu intérieur contenu sous une surface de glace. C'est là toute la force d'elle, faire vibrer la corde sensible sans jamais la rompre, maintenir une intensité constante sans avoir besoin de hurler. Musicalement, Ado surprend en empruntant un chemin que l'on ne lui connaissait pas encore. Une musicalité plus ronde, plus mélodique, presque douce, qui rappelle à la stupéfaction générale les grandes heures de Califana. Ce parallèle, a priori improbable, s'impose pourtant comme une évidence. Là où Califana sculptait la douleur dans l'éther avec des orchestrations lyriques et feutrées, Ado en propose une version contemporaine, viscérale et intime. Elf, c'est ce lyrisme dramatique transposé dans un langage émotionnel d'aujourd'hui, avec une personnalité forte qui n'imite pas, mais réinterprète, une sorte de pont inattendu entre deux esthétiques opposées, devenues miraculeusement cohérents. Le clip qui accompagne la chanson est à la hauteur de cette transformation artistique. Fini la rage visuelle, les déflagrations graphiques, le chaos coloré, place à une mise en scène plus douce, presque cinématographique. Les couleurs sont feutrées, les mouvements ralentis, la lumière tamisée. C'est comme si Ado, pour la première fois, acceptait de ne plus se cacher derrière la fureur, comme si tout à coup le tumulte intérieur se racontait avec pudeur. Le choc n'est pas moins intense, mais il prend une autre forme, celle d'une émotion retenue, canalisée, transcendée. Elf n'est pas une simple variation dans la discographie d'Ado, c'est un basculement. Une mue, une prise de risque assumée qui révèle une nouvelle dimension de son art. Car ici, la puissance ne vient plus du cri. Elle naît du silence qui le précède, du souffle suspendu de l'instant où l'on retient tout. Et c'est peut-être dans cette fragilité assumée qu'Ado atteint pour la première fois une forme de maturité bouleversante. Dans un paysage musical souvent banalisé par les règles du show business, Ado fait figure d'exception absolue. Depuis ses débuts, elle s'est volontairement tenue hors du système. Pas d'apparition télévisée, pas d'interview traditionnelle, pas de sourire imposé devant les caméras. Ado a construit sa carrière comme une énigme, laissant sa voix brute, vibrante, tour à tour rageuse et déchirée, parler à sa place. Et pourtant, ou peut-être justement grâce là, elle est aujourd'hui l'une des figures les plus puissantes de la scène J-pop, avec une fanbase immense et dévouée,
capable de remplir des stades sans jamais avoir vu son visage. Cette posture radicale dans le paysage japonais a contribué à redéfinir le statut de la chanteuse pop, qu'un tournant majeur dans la carrière d'Ado s'opère lorsqu'elle collabore avec le groupe américain Imagine Dragon sur le morceau Take Me to the Beach. Ce titre marque non seulement son entrée fracassante sur la scène internationale, mais aussi sa capacité à imposer son style dans un univers musical souvent dominé par les codes occidentaux. Là où de nombreux artistes japonais tendent à gommer les aspérités de leurs identités pour mieux séduire un public mondial, Ado a choisi la fidélité de sa singularité. Elle ne transige ni sur sa langue, continuant à chanter en japonais même dans une production hybride anglo-japonaise, ni sur sa puissance vocale. Toujours théâtrale, intense, presque dramatique, dans la lignée de ce qui a fait sa réputation depuis Usewa. La fusion entre son univers vocal et le rock électronique d'Imagine Dragon fonctionne avec une évidence troublante. Le morceau transforme la plage évoquée dans le titre en une sorte de champ de bataille émotionnel, un lieu de tension intérieure où la voix d'Ado tourbillonne, rugit puis retombe, toujours sur le fil du chaos. Ce featuring n'est pas une opération marketing classique visant à s'aligner sur les attentes du marché mondial. C'est un manifeste, une démonstration artistique de force, une déclaration. Ado ne s'adapte pas, elle impose. Si la collaboration s'avère stratégiquement logique, les deux articles étaient liés à des labels du groupe Universal. Elle n'en reste pas moins profondément singulière, portée par une vision artistique forte. Et cette vision trouve sa plus belle expression dans le clip vidéo de la chanson, qui mérite qu'on s'y attarde tant il condense tout ce que ce morceau veut dire. L'esthétique visuelle y rappelle les animés nostalgiques des années 90 avec une touche technologique rétro-futuriste qui ancre immédiatement le spectateur dans un univers familier mais troublant. La vidéo commence par une séquence intrigante, un système informatique fonctionne normalement dans un cadre presque aseptisé, mais dès qu'Ado entre en scène, tout bascule, les écrans virent brutalement au bleu comme si sa voix, sa présence même agissait comme un virus infiltrant le système. Une invasion numérique poétique, une métaphore visuelle d'une artiste qui ne demande pas la permission pour exister, mais qui s'impose en bouleversant tout. À la fin du clip, l'espace explose, important dans son sillage toutes les structures visibles, comme si la présence d'Ado avait été trop puissante pour être contenue. Ce concept simple, mais d'une efficacité redoutable, est sublimé par une animation d'une qualité remarquable, fluide, expressif, ciselé dans les moindres détails. L'émotion y circule sans parole, portée uniquement par l'alchimie entre la musique et les images. Au final, Take Me to the Beach n'est pas seulement une collaboration musicale entre deux poids lourds de la scène internationale, c'est une œuvre transversale qui dépasse les frontières linguistiques, culturelles et visuelles, pour créer un espace où la voix d'Ado devient tempête et où l'image dans son éclat stylisé vient lui offrir un écrin aussi puissant qu'elle. Ado va aussi faire d'autres collaborations, cette fois pour véritablement briser le carcan du monde de la musique. Tout d'abord, ces musiques vont commencer à être utilisées dans un cadre différent. Par exemple, McDonald's va utiliser début 2023 Odo dans le cadre d'une publicité, en fusionnant le titre de 2021 avec le morceau Baku de l'artiste ASMI, et en mettant les deux personnages principaux dans des situations où elles vont manger des produits de la marque de fast-food. Ensuite, elle va devenir l'une des animatrices de All Night Nippon, une radio historique japonaise qui fêtera en 2027 ses 60 ans. Et Ado sera animatrice des émissions nocturnes du lundi entre mars 2023 et mars 2024. C'est l'occasion de découvrir une Ado plus posée, en dehors de son rôle de chanteuse, qui parlera de manière plus calme sur des sujets de la vie de tous les jours, comme les magasins où elle aimait bien aller manger enfant, type Mr. Donut, ou parler de manière plus posée de son travail, comme de ses tournées. Ado va aussi collaborer en 2022 avec Sanrio, le conglomérat à l'origine de Hello Kitty. De cette collaboration naîtra Adoroza Torumari, un personnage qui va devenir assez vite populaire au point d'intégrer le top 50 des sondages de popularité de Sanrio en 2024 et d'être en France deuxième. Ce personnage d'Adoroza Torumari va un peu à la manière d'Uta vivre sa propre vie, avoir son compte Twitter, ses propres petits événements, son propre merch, même si avec le temps, Adoroza Torumari va un peu rentrer dans le rang et ne devenir qu'un personnage Sanrio parmi la très longue liste d'autres. L'explosion de la popularité d'Ado va aussi lui donner l'occasion de développer un peu son univers avec le light novel Adoroid, sorti début 2024 au Japon. Ce light novel raconte l'histoire d'Ado qui s'échoue sur l'île des Ruelles où elle rencontre 4 jeunes femmes qui sont en réalité ses 4 avatars dans ses 4 premiers singles, Usewa, Odo, Ready Made et Gira Gira. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Adoroid, c'est les personnes qui travaillent sur ce projet avec elle. C'est Teniwa qui s'occupe des scénarios et de l'écriture de light novel et c'est complètement logique. Teniwa, c'est un compositeur qui travaille avec Ado depuis presque le début de sa carrière en tant que professionnel et qui était le plus apte à adapter l'univers qu'Ado mettait en place sous la forme de light novel. Et puis, un light novel, ça a besoin d'illustration. Et là, Ado va laisser son cœur choisir puisqu'elle va s'associer avec l'une de ses mangaka préférées, Shiro Uzasaki, dessinatrice du regretté Actage et qui commencera quelques mois après la sortie d'Adoroid, le nouveau phénomène du Shonen Jump,
Itchy the Witch. Enfin, l'expansion d'Ado repasse aussi par sa musique, et par un passage obligé pour chaque chanteur japonais qui gagne en popularité, celle des openings et endings d'anime. En excluant le cas particulier de One Piece Red, Ado est crédité sur actuellement 4 projets. Son premier opening sera celui de la saison 2 de Spy Family, qui utilisera son morceau Kura Kura. Les paroles de Kura Kura, qui évoquent l'état de la société et la norme, peuvent renvoyer au concept même de Spy Family, une famille fondée artificiellement, forcée de cacher leur véritable rôle et identité pour vivre ensemble. Mais on sent aussi qu'Ado est limité dans ce projet, avec une chanson qui est justement bien plus dans la norme que le reste de son répertoire. On ressent aussi l'influence de Spy Family dans le clip de Kura Kura, qui fera pas mal de références à l'œuvre de Tetsuya Endo. Déjà dans le chara-design du personnage d'Ado dans ce clip, qui possède un serre-tête qui imite les 2 ornements Kanya a dans ses cheveux. Ensuite, dans l'utilisation assez poussée du X dans le clip, X qui en plus de ça est assez similaire au logo de Spy Family, logo de Spy Family qui a sûrement inspiré la police du clip de Kura Kura, en tout cas celle utilisée dans les crédits et l'apparition du mot question. Et enfin, on notera qu'à plusieurs moments du clip apparaît un verre métallique très proche de celui utilisé en couverture des tomes de Spy Family. Kura Kura est une musique très plaisante qui parle de thématiques intéressantes sous un angle assez original pour Ado, la fiction avec la télévision. Mais la chanson a un peu de mal à se démarquer du reste du répertoire de la chanteuse, peut-être à cause de la nécessité de faire une musique plus accessible, car touchant un plus grand public via l'animé de Spy Family. C'est peut-être pour ça qu'ensuite, les 3 autres opening et ending dont elle s'est chargée sont soit des reprises ou des collaborations. Elle a ainsi chanté le 3e ending de Beyblade Cross, où elle est en collaboration avec le DJ Titanic Jax Jones, qui avait déjà remixé un autre morceau d'Ado par le passé. Mais surtout, Ado va travailler sur le retour au premier plan de 2 licences légendaires de la pop culture japonaise. Tout d'abord, Gegege no Kitaro, qui honore en 2025 les 10 ans de la mort de Shigeru Mizuki avec Gegege no Kitaro, My Favorite Gegege Generation, un programme hommage qui va rediffuser plusieurs épisodes des 6 séries animées. Et Ado, qui est une énorme fan de la licence, va réinterpréter son opening légendaire. Le remix final arrive parfaitement à combiner l'identité de Gegege no Kitaro et de celle d'Ado. On retrouve parfaitement l'atmosphère de l'opening original et donc de Gegege no Kitaro. Déjà les paroles ne changent pas, tout comme la musique qui, bien que un peu plus moderne, garde ses instruments très caractéristiques qui servent à créer une atmosphère entre l'effrayant et le comique. Mais ça reste une œuvre du répertoire d'Ado, et elle jouera comme à son habitude sur sa voix, avec ses fameux cris qui peuvent ici rappeler sa performance sur Aishite, 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 son dernier morceau de 2023. Et enfin, Ado sera la voix de l'opening du remake de Katsai, qui sera diffusé à partir de septembre 2025. Comme sur Gegege no Kitaro, le remix reste très proche de la chanson originale, Ado ayant déclaré que la nouvelle version de l'opening sera composée par Yuki Hayashi, mais que le but premier était surtout de rendre hommage à l'œuvre légendaire qu'est Katsai, mais aussi à la chanteuse de l'opening originale. Henry. Ado arrive à conjuguer la marginalité qui a toujours fait sa force et sa propre identité, mais s'accorde aussi quelques moments de plus grande normalité pour rendre hommage des licences qu'elle aime et admire, mais aussi parfois pour lancer d'autres projets. En 2024, alors que la scène musicale japonaise semblait s'essouffler dans ses formats trop rodés, un nouveau souffle surgit de l'obscurité, Phantom Sita. Ce groupe d'idoles japonaises ne ressemble à aucun autre. Formé le 25 juin 2024 sous l'égide d'Ado, la voix d'une génération figure mystérieuse de la scène vocaloïde, le groupe incarne une esthétique audacieuse et dérangeante, le rétro-horreur. Leur nom, Phantom Sita, est un poème entomologique. Fantôme pour les illusions, les esprits errants, les ombres du passé. Sita, une fusion entre des créatures ailées. Le papillon Parantika Sita, messager du voyage, et le papillon de nuit Epicopeia Ainesi, dont la beauté inquiétante imite celle des papillons Machéons. Cette double identité reflète toute l'ambiguïté du groupe. Élégant mais inquiétant, lumineux mais troublant, leur fandom, sobrement nommé N, porte le nom scientifique du papillon nocturne, tellant ainsi une union entre la beauté, la mécanonie et la marge. Le groupe, composé à l'origine de 5 membres, Mona, Miorinka, Isui et Moka, a été sélectionné parmi plus de 4000 candidates lors d'une audition organisée par Ado et son agence. Leur début officiel, le 26 juin 2024, est marqué par la sortie du single numérique Otomodachi, rapidement suivi d'une série de séries à la fois sombres et entêtant, Joswana XXX With You, The Village Girl, Hanabami, jusqu'à leur premier abord, Girlhood Memory, paru le 30 octobre, véritable plongée dans une adolescence fragmentée, hantée, lucide. En seulement quelques mois, Phantom Sita passe du statut de nouvelle curiosité à phénomène culturel. Mais au cœur de cette ascension, un départ vient briser l'équilibre. En mai 2025, le membre Isui annonce son retrait du groupe pour raison de santé. Un choc pour les fans, mais aussi une épreuve que les 4 membres restants affrontent avec une détermination glacée. Car Phantom Sita n'est pas un projet éphémère, c'est une œuvre en mouvement. Dans une rare interview accordée à GMAnetwork.com, les membres révèlent l'envers du décor. Rinka confie la rigueur
rigueur des répétitions quotidiennes, l'effort constant pour perfectionner leur chorégraphie et affiner leur voix. Mona évoque l'importance de l'univers scénique. Nos concerts sont presque théâtraux. Nous devenons les chansons, elles nous traversent, c'est une immersion totale, un abandon. Et surtout l'ombre bienveillante d'Ado qui plane sur chaque note. Présente en studio, exigeante et tendre, elle transmet plus que de simples instructions. Elle enseigne l'émotion. Je voulais chanter avec force, elle m'a dit chante avec tristesse. C'était une leçon d'humanité. Elle voit au-delà de nos performances. Elle voit l'histoire que nous devons raconter. Partage Mona avec humilité. Alors que le groupe s'ouvre au monde, il porte avec lui un message. Celui d'une génération qui danse avec ses fantômes, qui transforme ses blessures en beauté et qui ose le sombre pour mieux éclairer l'âme. Phantom Titan n'est pas seulement un groupe d'idoles, c'est une expérience sensorielle, une rébellion esthétique, un cri doux venu de l'ombre. Et ce n'est que le début. Ado n'a jamais eu besoin de montrer son visage pour devenir une icône. À une époque où l'image prime sur tout, elle a choisi l'inverse. Faire taire les apparences pour laisser parler l'essentiel. Sa voix et son masque. Un masque qui hurle, un masque qui pleure, qui frappe, qui libère. Un masque qui, sans jamais révéler un regard, a su capter ceux de toute une génération. Elle a redonné du poids aux mots, de la rage à la mélodie, du sens au silence. 8,2 millions d'abonnés, 4,3 milliards de vues. Pas besoin de sourire à la caméra pour entrer dans le top 30 des chaînes japonaises les plus suivies. Pas besoin de chorégraphie TikTok pour devenir la 5e artiste musicale la plus suivie du Japon. Juste une voix, et cette voix c'est un cri. Un cri qui dérange, un cri qui inspire, un cri qui reste. Ado c'est plus qu'une chanteuse, c'est une présence invisible qui imprime sa trace plus fort que bien des visages en lumière. Peut-être qu'au fond c'est ça le vrai pouvoir de l'art, exister sans se montrer, et prouver que dans ce monde où l'apparence vaut tout, le talent et les actes ont encore un sens. Car comme l'a répété Ado de nombreuses fois au cours de sa carrière, le monde ne nous comprend pas, mais nous le comprenons bien plus qu'il ne le pense. Et rappelez-vous, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos réflexions en commentaire. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître, car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer. Moi c'est Erito et Amano, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.